On va se gêner, bonjour et bienvenue sur Europe 1 jusqu'à 18h aujourd'hui. Vous allez passer 1h30 en compagnie d'Isabelle Motro, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou, et Jérôme Bonaldi. Pierre, je dois battre ma coulpe, comme on dit, car l'autre jour on s'est moqué de vous autour de cette table, moqué de vous à propos du catalogue Quel, puisque tout le monde dit on dit pas Quel, vous avez dit je crois Quel, comment vous avez dit? J'ai dit Quel. Voilà, et effectivement comme c'est un catalogue d'origine allemande, c'est vous qui aviez raison, on dit bien Quel. Oui, je suis fatigué d'avoir raison, chérie. Non mais chérie, c'est vrai, je peux pas supporter qu'on me mette mes paroles en doute, alors maintenant je ne dis plus rien. Je fais le gros dos, chérie. C'est sage. C'est la bonne nouvelle du jour. Pourquoi il dit chérie tous les deux mots là aujourd'hui? Parce que j'étais chez des gens très chics avant de faire soir, et tout le monde s'appelait chérie. Ah d'accord. Et j'ai trouvé que c'était ridicule, et en revenant sortant, je me suis dit, maintenant j'appellerai tout le monde chérie, moi aussi. Alors tu peux dire ce que tu veux, te moquer de moi, me regarder avec tes grands yeux verts, chérie. Je t'appellerai chérie tout le temps. Parfait, mais moi ça me va. Quand tu commences à être Alzheimer, tu te souviens de personne. C'est ce que Claude fait tout le temps. Un peu. Comment tu vas, chérie. Claude Sarraute, il appelle tout le monde mon chéri. Comme je suis content de te voir, elle sait pas qui c'est. C'est pour ça, mais c'est horrible. Ça fait, en plus, Claude, ça fait pas 3 ans, ça fait 20 ans. Non mais ce qu'il y a de pratique avec elle, tu peux balancer sur elle comme il vient de le faire. Dans une heure, elle a oublié. Lors de votre émission d'hier, pardon pour ma voix, chers auditeurs, un peu perturbé par une forte bronchite, mais je vais continuer quand même. Lors de votre émission d'hier, vous avez parlé des impôts en Suisse. J'habite ce pays et je peux vous garantir que tous les Suisses sont furax quand ils vous entendent dire qu'en Suisse, les impôts ne sont pas élevés. C'est totalement faux. La Suisse n'est pas un paradis fiscal que pour les grandes fortunes. Il serait bon de le préciser. Un salarié moyen paie un salaire et jusqu'à même un salaire et demi d'impôts par année, et même les plus petits revenus sont taxés. Alors arrêtez de dire des âneries. Seules les grosses fortunes sont... C'est pareil en Belgique. Les petites gens, n'importe qui est taxé. Non mais de toute façon, en Suisse, ce qui est important, c'est pas les très très riches, c'est que le capital n'est pas taxé, le patrimoine n'est pas taxé. Donc même si tu es quelqu'un de petit ou de moyen, et que tu gagnes, disons, l'équivalent de 10 000 euros par an, bon, c'est très peu 10 000 euros par an, de 20 000 euros par an, tu n'es taxé sur tes 20 000 euros, mais si tu as hérité de quelques millions qui sont à la banque, sur ces millions, tu n'es pas taxé du tout. Tu n'as pas d'impôt sur la fortune et tu n'as pas d'impôt sur le revenu de l'argent. Eh bien, faut faire pareil en France. Ah bah oui, c'est bien ça, oui, ça serait bien. Il y a que nous qu'on travaille, qu'on va payer, chérie. Ça va pas, ça, chérie. Sarko, toi? Ça va pas bien, chérie, quand on s'énerve. Sarko, ça a été l'un des premiers à dire que toute personne qui gagne un peu, parce qu'il a estimé qu'un ouvrier gagne légué à ses enfants à peu près 100 000 euros. Il a dit qu'en dessous, jusqu'à 100 000 euros, l'État ne prendrait plus rien. Heureusement que Sarko a encore Stevie. Parce que Pascal Sevran, on voit bien. Johnny Hallyday s'en va. Doc Gynéco, le pauvre. Oui, il a des problèmes, il paraît. Oui, il a des problèmes qu'il n'aurait pas eu en Suisse. C'est juste une chose, c'est que la politique, si on est passionné, si on ne l'est pas. Moi, j'y suis contrairement aux autres. Moi, ça m'intéresse. J'aime bien m'intéresser à tout ça. Chérie, on dit pas j'y suis, on dit je le suis. J'y suis, c'est pour un lieu. Merci, chérie. Oui, je le suis, chérie. J'y suis, c'est celui qui dit qu'il est. Bonaldi. J'en suis, sinon. Je sais pas. Non mais c'est vrai, vos copains là, de l'UMP, Sevran, qu'est-ce qui lui arrive à Pascal, franchement? Je sais pas, j'ai pas de nouvelles, je vais l'appeler pour prendre de ses nouvelles. Et Doc Gynéco alors? Je les connais pas. Ah papa, vous êtes bien tourné de temps en temps. Mais non, mais moi je m'intéresse vraiment, je fais des forums Johnny, avec l'UMP, eux on les a jamais vus, on les a vous pas vus. Vous êtes un vrai militant. Mais ouais, je sais pas, ça m'intéresse, c'est mes tripes quoi, on défend des valeurs, on défend plein de choses, enfin je sais pas. Vous défendez les voleurs? Oui, l'orange vin, voilà. Alibaba. Non mais franchement, vous allez régulièrement aux réunions? Mais bien sûr, oui, je m'informe. Ils doivent se marrer à l'UMP, ils doivent l'attendre avec impatience. Mais pourquoi se marrer? Qu'est-ce qu'il y a de drôle? Parce que tu dois être complètement décalé dans ce milieu-là. Mais pas du tout, pourquoi, chérie? Il est tout à fait. Oh mais chérie, Ça se passe tous les combien les réunions? Bah ça dépend, c'est plutôt aléatoire. La dernière que j'ai faite, c'était à l'Assemblée nationale. Ah bon? Ouais. Il finira député, moi je vous le dis. Hein. On se réunit dans député des bureaux du Mans. et on parle, enfin, de divers sujets, l'éducation. Mais est-ce que les autres sont aussi passionnés que tu l'es alors? Oui, tous. Bah quand tu fais l'effort de te déplacer. Vous êtes le plus jeune, je suis sûr. L'un des plus jeunes. Ah oui. Non, c'est génial. Franchement, moi ça me passionne. Il y a du pognon à se faire, non? Non.
Et des meufs, peut-être, pour draguer, c'est bien. L'Assemblée nationale. Ouais. Bah, ce qu'il y a, c'est que c'est très sympa parce que t'as des couloirs et t'as plein de grandes portes avec plein de petits bureaux de plus ou moins grands. Et là, tu peux rentrer et vu qu'il y a une réunion, mais c'est Ça s'appelle facile. pas la chambre pour rien. C'est facile de coucher à l'Assemblée, je trouve. C'est pas vrai. Tu vois là, Eh en bien, ça une fait phrase, Le seul tu viens truc de qui est chiant, ruiner c'est toute pour- ta passion Non. politique. Non, bah attends, tout le monde le sait. Hein, attends. Oui, oui. Bon, il y a peu quand même de gens qui viennent dire leur passion politique en disant je suis dans la politique parce que c'est facile de coucher à l'Assemblée. Il y en a qui le pensent, mais ceux qui le disent, c'est un rare. raccourci un peu facile, Pierre. Oh, c'est pas un raccourci, chérie, c'est comme ça que ça se passe. M'appelle pas chérie, il y en a marre. Philippe Alfonsi, ça va vous faire plaisir de voir un petit jeune comme ça. Ah qui- oui, oh là là, je trouve ça formidable. Non, puis en plus c'est bien des réunions de cellules à l'Assemblée, je trouve ça formidable. Il y a des Mais on réunions de cellules à mais on n'est pas Fleury-Mérogis, tous- ça n'a rien à voir. On n'est pas tous de droite, hein. Pardon. À On l'UMP, vous êtes pas tous de droite? Non, non, dans ces réunions, Ah, il y a bon. des membres de l'UMP, et puis il y a d'autres, il y a des invités. PS, Parti Socialiste, enfin, il y a des quelle socialistes. horreur. Oui, c'est pas des gens fréquentables. Mais qu'est-ce qu'ils viennent faire, les gens du PS, là? Mais on parle, on débat sur divers Ils apportent la sujets. contradiction, comme on dit? Ouais, pour faire avancer le débat, pour faire avancer les choses. Je pense que dans un pays comme le nôtre, Il faudrait qu'il y ait des partis politiques qui se... non, mais faut débattre. qui échangent des idées, quoi. Faut débattre. C'est plutôt une bonne nouvelle, quelles que soient les idées, c'est bien. Mais oui, que c'est il y ait le intéressant. renouveau du politique. Et puis en allant dans ce genre de truc, t'apprends toujours quelque chose. C'est intéressant plutôt que rester ahuri devant M6. Et ben, je préfère aller à l'Assemblée, regarder la chaîne parlementaire. Voilà. Bon, après, chacun ses goûts. Mais moi, j'aime bien aller là-bas. J'aime bien regarder l'Assemblée nationale. J'adore. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Remarquez, Je trouve ça super sympa. c'est un peu moi. comme M6, hein, ils sont à la recherche de la nouvelle star. Hein. Je ne sais pas si aujourd'hui vous parlerez de Seznec, m'écrit Raymond, qui nous a entendu interroger l'autre jour le petit-fils Seznec à propos de la réhabilitation éventuelle de son grand-père. Il était très optimiste quand nous l'avions eu au téléphone en début de semaine. Et hier, on l'a vu en pleurs, évidemment, puisque évidemment cette réhabilitation a été rejetée. Pierre? Il était résolument optimiste, il faisait attention de ne pas l'être trop, mais il était sûr de son coup. Et d'ailleurs, moi je dois dire qu'il n'est pas un spécialiste des affaires judiciaires, qui ne connaît pas très bien l'affaire Seznec. Je pensais que la justice se serait grandie en accordant ce que la Cour n'avait pas fait, le bénéfice du doute, puisqu'il n'y a pas de cadavre, pas de machin, pas de... Bon. On aurait très bien pu faire ça, mais je crois que c'est parce que, mais là je vais être un peu sérieux, chérie, c'est parce que je pense que il y a eu trop d'affaires, comme vous, trop de machin, la justice a pris trop de coups sur les doigts, et elle a voulu montrer que là où personne ne pouvait l'accuser d'être sous influence, elle a voulu montrer qu'elle était souveraine et qu'elle allait contre l'opinion Et publique. peut-être aurait-il fallu amener évidemment la preuve irréfutable du contraire. Ah ben oui, la preuve irréfutable du contraire. Mais encore une fois, la justice n'a pas pour condamner besoin de la preuve irréfutable. Les preuves sont aussi à la charge de la justice. Comme il n'y a pas de preuve pour la culpabilité de Seznec, il aurait dû bénéficier du doute. C'est ça la loi française, le bénéfice du doute profite à l'accusé. Philippe Alfonsi. Seznec, là, le problème simplement, c'est qu'il n'y avait pas de motif de cassation. On était en cassation. Il n'y avait pas de motif de cassation, donc c'est une simple question de loi. C'est très très formel. Formellement, il n'y avait pas moyen de casser ce jugement. Bon, alors en effet, c'est très difficile pour la justice de sortir du cadre formel, de sortir du cadre de la loi. C'est tout. Absolument, la Cour Voilà, de cassation c'est aussi bête. ne casse des jugements que sur la forme. Voilà. C'est-à-dire, le greffier n'a pas mis 22h15, il a mis 22h30. C'est bon. Là, c'est un motif de cassation. Il n'y a pas de motif de cassation comme cela. Mais, il y a de nombreux cas où la Cour de cassation n'a pas jugé sur la forme, mais sur le fond, contrairement à ce qui est prévu dans les textes, et c'est arrivé 10 fois. Le procès Goldman, par exemple, il n'y avait pas de ça a été jugé sur le fond, et non pas sur la forme. Donc, la Cour de cassation tributaire est ligotée par le formalisme. par la forme, par le formalisme, est une erreur. Voilà ce que j'ai à te dire, chérie. Parce que, Ouais. non, mais c'est vrai. Il y a des moments où ça dépasse ce cadre-là. Et puis, pour Seznec, la justice se serait grandue. Oui, chérie. Je maintiens, elle se serait grandue. même réunion que Stevie. Elle se serait grandue. En fait, et- c'était un problème de droit, c'est tout. Hein. C'était du droit formel, et donc c'était pas l'intime conviction. Il fallait un motif réel, et il n'y avait pas. Mais il va aller devant la Cour européenne alors. Pardon Là, il va aller Oui. devant la Cour Oui. européenne. Bien sûr, il va pas arrêter, il va y laisser sa peau. Tout ça parce que les messieurs au bonnet carré ont dit, ils nous ont bien fait chier avec Outreau, et ben maintenant on va leur montrer ce qu'on peut faire. C'est terrible, il faut relire une pièce de Marcel Aimé qui s'appelle La tête des autres. On verra ce que c'est que les magistrats.
Moi, j'ai pas peur, j'ai plus d'affaires en cours en ce moment. On pourrait bien t'en trouver, toi. Quand t'as pas affaire à elle, t'as confiance dans la justice de ton pays. Mais bien sûr. Mais De toute façon, mes affaires de meurtre, j'étais pas coupable. Alors, on a le droit d'avoir des copains qui ont 13 ans, et puis c'est tout. Parce qu'on fait de la gym avec eux. Mais au judo, il y a du contact. Pierre, quand on a une carrière comme la tienne, il y a forcément 2 cadavres Je dans le nom. connaissais pas cette affaire de D'accord. morse que vous aviez eue. Ça s'est passé où, ça? Il y a Une longtemps? affaire de morse, j'ai eu. C'était que je faisais... Avec des phoques. Comme la phoque, oui, c'est ça. On va se gêner toujours avec Isabelle Motro, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet, Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi. Et au téléphone, monsieur Jean-Pierre Maury. Bonjour, monsieur Maury. Bonjour monsieur, comment allez-vous? Pas trop mal. Vous êtes sculpteur dans votre atelier actuellement. Il faut dire qu'il y a une exposition au Musée de l'Homme d'une collection de masques. Masques qui représentent les visages de vos 2 filles. C'est bien ça, réalisé chaque année depuis plus de 40 ans. Ah, vous êtes tout à fait au courant alors. Si je suis au courant, c'est un peu grâce au Journal du Dimanche qui, le week-end dernier, vous consacrait tout un article. Et il se trouve que par hasard, il y a quelques semaines, je crois que c'est Patrick Sébastien, avait parlé de vous dans une émission, quand je le recevais, j'avais l'occasion de le recevoir à la télévision, puisque je crois que vous êtes une des figures parisiennes et que vous avez longtemps travaillé aussi au sein d'un cabaret parisien, je ne me trompe pas? Mais c'est bien moi. Et Patrick est un bon ami de ne pas avoir la mémoire qui flanche et de se rappeler les bons moments de ses débuts en 70 lorsqu'il passait dans un cabaret qui s'appelait le Port du Salut rue Saint-Jacques. Ah, voilà, alors vous étiez là-bas au Port du Salut et je crois que de temps en temps vous montriez les quelques moulages, les quelques sculptures et surtout vous exerciez votre art sur les différents artistes et les différentes personnalités qui venaient vous voir et peut-être même qui passaient parfois dans votre cabaret. Exactement monsieur. Alors par exemple vous avez des moulages de qui? Oh bah j'ai les moulages de Sylvie Vartan, de Johnny Hallyday, de Moustaki, de Charles Aznavour. Je me retourne parce que je les regarde en même temps. De Pierre Ils vont bien. Moustaki qui est vraiment un bon ami que je salue, c'est toujours un gentil camarade. Et puis Bobby Lapointe qui était exceptionnel, extraordinaire. Patrick Sébastien nous avait expliqué à l'époque que vous ne réalisiez des moulages pas seulement que des visages, si j'ai bien compris. Oh, bah, nous travaillons la nuit, cher monsieur, Oui. et la nuit, les gens de la nuit ne sont pas toujours très très sérieux. Ce sont parfois des libertins, et avec beaucoup de choses, on prend des libertés, et c'était toujours une crise de rigolade de mouler les parties les plus intimes et glorieuses de tel ou tel artiste. Alors par exemple, vous avez la bite de qui? Allons-y carrément. Ça, vous n'exposez pas ça au Musée de l'Homme. Ah, mais celle de Patrick Sébastien est majestueuse. C'est la réputation qu'il a en tout cas. Pierre Bénichou, vous connaissiez marrant. monsieur Maury? Ben oui, moi j'ai bien connu le Port du Salut parce que, hélas, je suis de la génération qui allait souvent là-bas et donc je connaissais j'ai jamais assisté au moulage d'une partie du corps que l'on dit ne peut pas devoir montrer, mais j'en ai vu certains moulages et je dois dire que votre notoriété vient beaucoup de là, mais aussi du fait que vous étiez très gentil parce que je vous soupçonne d'avoir multiplié par 1,5 quand même. Hein? Est-ce que c'était vraiment la vraie taille ou est-ce que vous avez flatté un peu ces messieurs? Non, le moulage ne peut pas tromper, puisque justement, et nous en allons en revenir au moulage de mes 2 filles, c'est la transcription exacte de ce qui est moulé, puisque c'est les moulages de mes 2 filles qui seront présentés à partir du 15 février. Voilà, c'est au pas tout Musée de de suite. l'Homme. Vous faites bien de préciser la date. Non, ouais. Ce sera à partir du 15 février qu'on pourra voir ces moulages. Ont servi à une étude de croissance faciale longitudinale d'après moulage, et ceci dans la recherche des enfants disparus pour savoir, d'après ces courbes de croissance, comment le visage évolue avec des données très très précises passionnant, qui ont ça. été faites sur mes 2 filles, Pauline et Julie. Jérôme Bonaldi. vous êtes alginate ou silicone?
Vous prenez des moules avec de l'alginate. L'alginate, c'est ce qu'on Avec un filet, Non. C'est la pâte à base d'algues qu'on pas quand on va chez le dentiste qui vous prend une empreinte. C'est en général l'alginate. Ou bien un silicone qui est plus précis. Vous êtes quoi, vous? Oh, moi, je suis plâtre. Je suis plâtre. Alors, comment est-ce que vous faites avec un type comme Bobby Lapointe qui était barbu? Comment est-ce qu'on fait, vous? Eh bien, vous mettez plein de vaseline sur la barbe? On met beaucoup de vaseline, voilà. Et puis, on parle beaucoup, on rigole et on essaye de démouler en arrachant le moins de poils possible. Et vous mettez des pailles dans les trous de nez? Et justement, Pauline Daltouza, ça a dû être difficile. À propos de poils, il n'y avait pas besoin du tout de déterrer Yves Montand, car j'ai dans son masque, dans son cou, ses cheveux, ses vrais cheveux qui ont été replantés sur le positif, et j'avais là les traces idéales pour l'ADN. Pourquoi on n'est pas venu vous chercher? Vous pensez bien que j'allais pas m'emmerder avec leur bêtise de succession. Non mais ça me regarde pas, ça. Alors, mais vous avez des poils de tout le monde, alors? J'ai les poils de tout le monde. Ça va être intéressante votre exposition. Vous avez les poils de Monsieur Hucu aussi? Pardon? Ben oui, les poils du cul. Vous me forcez de dire des bêtises. Pierre Bénichou, mon chéri. Comment vas-tu? Mais c'est pas moi, chéri. Stevie semble intéressé. Oui, et dans l'exposition, monsieur, il y aura que des visages ou d'autres parties du corps? Il n'y aura que le visage, puisque vous savez, déjà faire depuis 40 ans ce moulage, ça prendrait énormément de place si ça avait été tout le corps. Excusez-moi, j'ai pas compris. Les visages, avec cette progression extraordinaire entre 3 ans et 15 ans, qui sont le moment où tout d'un coup le visage va se stabiliser, mais ça la progression est assez étonnante. Comme les photos d'un film dont on verrait chacune des évolutions, et puis tout d'un coup, ça donne un geste. Isabelle, vous avez fait ce moulage chaque année ou plusieurs fois par an ou comment? Chaque année. Une fois par an seulement? Oui, et je vous assure que mouler une petite fille de 3 ans, c'est déjà un exploit. Oui. D'ailleurs, elles n'étaient pas tout à fait d'accord. Alors, elles demandaient des cadeaux. Non, parce que généralement, c'est plus tard qu'elles sont moulées quand même. Hein. Oh là là. Elles demandaient des cadeaux? Ah bah bien sûr, c'est normal. Ah, oui. En échange du désagrément d'être pendant 17 minutes sous le plâtre qui devient très chaud, ça mérite une petite récompense. Vous avez Lino Ventura aussi, parmi vos moulages. Oui, il était très gentil. Je me suis demandé s'il s'était rendu compte de quoi que ce soit. Il est sorti de là. Il m'a fait un petit signe de tête. C'était pour le film La Bonne Année. C'est sur ce moulage qu'un talentueux maquilleur de cinéma a réalisé son maquillage. Ah oui, quand il a son masque de vieillard, là, dans La Bonne Année. Exactement. Parce qu'il se déguise en vieillard pour dévaliser, dévaliser une bijouterie, oui, c'est ça. Monsieur Bénichou, heureusement que vous êtes là pour, merci. Pour être la mémoire du monde, chérie. Non mais, je vais vous dire quelque chose, c'est que Lino Ventura, je le vois bien faisant ça pour le cinéma, mais je le vois pas dans un cabaret. Oui. Tu crois pas que je vais me faire rouler à l'œil, non? Ça va pour la tête. Oui, mais il y avait deux heures de mes activités. C'était la journée pour le cinéma ou les morts, et puis la nuit pour les noctambules. Oui, puisque vous étiez aussi à l'Institut médico-légal, il faut quand même le préciser. Et vous avez enseigné aux Arts Déco, vous êtes un véritable artiste. Peut-être. Oui. Moi, je me ferais bien un petit moulage de mes joues. Venez visiter mon atelier, vous verrez des choses assez surprenantes. À partir donc du mois de février, précisément le 15 février, une expo sur le thème du visage de l'homme. Ce sera au Musée de l'Homme, la collection des masques de vos 2 filles réalisée chaque année. Donc depuis plus de 40 ans, on va voir l'évolution sur 4 décennies de visages de jeunes filles. C'est bien ça? Vous permettez que je vous dise quelque chose? Je trouve que c'est une carrière formidable d'avoir commencé, d'être devenu célèbre pour un petit noyau de gens dans un cabaret et de finir au Musée de l'Homme. Je trouve que c'est mieux que l'Académie française. Et je vous félicite. Et si vous voulez me bouler, et si vous voulez devenir bientôt, je peux faire, parce que j'ai une bonne voix de camelot, je dis, hé, mouleur, dans les rues, le mouleur, et puis on irait bouler les gens chez eux. Qu'est-ce que vous en pensez, chérie? Non, sérieusement. En tout cas, c'est vrai, vous avez raison. Passer de la direction d'un cabaret à une exposition au Musée de l'Homme, pour un sculpteur, c'est ce qui s'appelle un changement de statut. Bravo, monsieur. Bravo.
Bravo. Ce qui est bien, c'est qu'on peut mouler soi-même. Hein. Sincèrement, c'est intéressant de dire aux gens, vous pouvez commencer à le faire avec du plâtre pour les mains des enfants. Ou vous allez voir, il va nous sortir sa pub pour Mako Moulage. Allons-y. Oui, mais et vous demandez à votre dentiste l'adresse pour avoir un petit peu d'alginate. Ça dure beaucoup moins longtemps que les 17 minutes du plâtre. C'est un petit peu moins précis. Il faut l'étayer après avec des bandes de plâtre. Moi, je l'ai fait avec mes filles. C'est vachement bien. Le seul truc, c'est un peu anxiogène. C'est-à-dire qu'il faut fermer les yeux. On se met. On a les moules. On se met du coton. On a les moules. Il passe anxiogène dans une émission populaire. C'est un mot à la mode en ce moment. Je sais plus qui l'a utilisé l'autre jour. C'était, je crois même pas Nicolas Sarkozy, un de ses porte-parole à propos justement du voyage de Ségolène Royal au Liban. Souvenez-vous, quelqu'un à l'UMP n'arrêtait pas de dire elle est anxiogène. Ah oui, c'est vrai, oui, j'ai entendu Donc ça. c'est un mot très à la mode. Bon, vous mettez 2 petites pailles dans les trous de nez parce qu'il faut bien respirer, parce qu'on va prendre le masque de votre bouche. Faut pas, voilà, vous fermez les yeux. Il faut vous tenir la main parce que pour les enfants, moi je leur tenais la main, mes filles, parce que t'en fais pas, tout va bien, faut leur parler, faut rester calme. Et après on a un joli moulage qui fait vraiment. Ouais, enfin c'est chiant. Hein. Moi je me suis déjà fait mouler le visage au plâtre. Ouais, c'est quand même pas. Et tu peux l'enlever maintenant, tu sais d'ailleurs. Il y a un autre système que font d'autres gens, c'est ils prennent leurs enfants et tous les jours ils prennent une photo, si possible dans la même position avec le même éclairage. Et après vous en faites un flipbook, enfin un morphing quoi. Un morphing, et vous avez comme ça l'évolution d'un gamin pendant 1 mois, 2 mois. Et c'est très impressionnant parce que qu'est-ce que ça vieillit vite un gamin. Réduire 1 mois ou 1 an de vie en un film de 1 minute, c'est passionnant, c'est génial et c'est un peu effrayant. Moi j'ai fait un truc un peu plus élaboré mais qui est difficile à expliquer, mais pour mais voir. on va essayer quand même. On va essayer quand même maintenant alors Coco. Voilà. À chaque anniversaire ou même 2 fois par an, de mettre un enfant contre un mur, tu vois, et de faire une petite barre au-dessus de sa tête, comme ça. Alors là, comme ça, c'est difficile à faire, hein. Parce qu'il faut que l'enfant ne bouge pas. Alors il revient dans 6 mois, hop, tu fais un petit truc. Après t'enlèves l'enfant. Enfin tu l'enlèves pas pour l'amener dans les bois, non. Tu l'enlèves du mur, et tu vois comment l'enfant a grandi. C'est émouvant, tu veux pas savoir. Tu peux pas savoir l'émotion. Et après tu le refais à l'âge de Pierre, chaque année. Chaque année ça redescend. Voilà, ça redescend un peu, oui. À une époque, je mesurais jusqu'à 1m70. Maintenant, j'ai 1m47. C'est ça alors la fameuse ligne droite qu'il y a chez les parents de Vandel. Jérôme Bonaldi, Isabelle Motro, Stevie Boulet, Philippe Alfonsi, Pierre Bénichou. C'est on va se gêner jusqu'à 18h. Qu'est-ce qu'il y a, Jérôme? Qu'est-ce qu'il y a? Non, mais Bonaldi a dit une chose, j'en croyais pas mes yeux. Vas-y. Bonaldi le savait. Non, mais notre public était, parce que on parle des fois pendant les pubs. Entre nous. D'ailleurs, c'est la chose qui fascine les gens. Qu'est-ce que vous faites pendant les pubs? Alors, je dis, je sais pas. Il dit, vous avez le droit de parler? Je dis, oui, pas le droit de parler. Alors, vas-y, dis ce que tu disais. La seule chose qui ne grandit pas chez l'homme, c'est les yeux. Les enfants qui naissent ont des yeux grands, ça ne grandit pas, et on garde la même taille d'œil de la naissance jusqu'à la mort. Voilà pourquoi les enfants, on les trouve très beaux, parce que ils ont des grands yeux, et c'est la même taille ensuite. Voilà. Ils ont des grands yeux parce qu'ils ont les mêmes yeux qu'adultes dans un petit visage. Il faut chaque fois que je viens n'importe quoi. Voilà. Mais c'est pas possible. C'est la même taille. Mais quand le bébé sort, on n'en parlerait pas si ce n'était pas inouï. Si on en parle, c'est parce que c'est ça. C'est dans tous les livres, dans tous les médecins te le diront. L'œil ne bouge pas. Je crois que Roger Zabel nous attend au téléphone. Roger, bonjour. Bonjour. Pour faire un point sur l'actualité sportive du week-end, c'est une idée qu'on a eue. On se dit toujours, on parle des compétitions après. Pour nous dire, tiens, ce week-end, il y a eu ci, il y a eu ça. Finalement, on ferait mieux de s'y intéresser avant pour savoir ce week-end ce qu'il faut suivre et là où on a des risques de gagner ou des titres ou des médailles. Alors par exemple, en handball féminin, ça se passe pas mal, Roger. Ah bah ça se passe même plutôt mieux que pas mal, puisque les handballeuses françaises avaient été championnes du monde il y a 3 ans. Donc ça fait à peu près 3 ans qu'elles n'avaient pas aussi bien joué. Elles viennent de se qualifier pour les demi-finales des championnats d'Europe en Suède, et elles vont rencontrer les Norvégiennes en demi-finale demain à Stockholm. Alors là, ça va être un petit peu plus difficile parce que les Norvégiennes, c'est un peu leur bête noire, sont les championnes d'Europe en titre. Donc ça c'est demain à quelle heure alors le match France-Norvège? Alors je peux vous dire que vous pourrez le suivre demain en fin d'après-midi. C'est retransmis sur une chaîne qui s'appelle Sport Plus. Sur voilà. Sport Plus, ça faut encore avoir évidemment le câble. Ah oui, ça c'est pour ceux qui ont le câble. Oui, bien sûr. Et puis il va falloir suivre ces jeunes filles et voir si elles réussissent autant de roucoulettes et de chabala
que celle que j'ai vue hier. Et alors là, les roucoulettes et les chabalas. C'est quoi les roucoulettes et les chabalas? Disons que par exemple, la roucoulette, c'est une forme de tir en rupture. Vous savez qu'il y a une zone devant le but où on n'a pas le droit de marcher en handball. Donc on tire en extension au-dessus de cette zone. Eh bien alors là, on saute en extension et au lieu d'amener son tir par en haut, on fait une petite feinte et on fait un tout petit tir par en bas en faisant contourner la balle, en faisant rebondir avec de l'effet. Et ça tourne autour du gardien et ça rentre dans le but quand même. Un peu comme Ronaldinho au football l'autre jour en Coupe d'Europe. Voilà, c'est un petit peu ça, mais en moins acrobatique. Il est passé par en dessous du mur. Le Chabala, c'est un truc beaucoup plus simple. C'est un saut en extension, on fait semblant de tirer fort, et puis on fait un tout petit lob au-dessus du gardien qui s'est avancé. Et on chante du Pierre Barou et Nicole Croisier en même temps. C'est pas de la triche, mais quand même, c'est pas très honnête de faire croire qu'on va tirer d'en haut et de tirer d'en bas quand même. Eh ben oui. Ah ouais. Surtout qu'avec les Norvégiennes, il faut faire attention parce que, vous savez ce qu'on a dit d'elle, hein? Fille du Nord, on le sent chaud, hein. On a dit que les Norvégiennes, fille du Nord, on le sent chaud. Et bien que les Américaines soient les souveraines du monde de nouveau. On oublie tout. Tout le monde vient de Mexico. On devient fou. Au son des rythmes tropicaux. L'actualité sportive en chanson, ça me paraît pas mal. Et le ski alpin, on a des chances aussi ce week-end? Oui, alors il y a du ski alpin, enfin il y en a pas mal, hein. Ce week-end, il y a une descente à Val Gardena et on peut fonder un bon espoir sur Deneria parce qu'il a réalisé le 3e temps hier lors de la 2e séance d'entraînement. Il y a également du Super G ce week-end et du Super Combiné Dames. Alors là, il faut pas trop chercher de favoris chez les Français ou les Français. Ça se passe où tout ça alors? En Italie? Ça se passe en Italie, à Val Gardena. Du biathlon aussi? Oui. Vous savez ce que c'est que le biathlon? Alors non, c'est quoi déjà? Alors le biathlon, c'est ski de fond et tir sur des cibles. Ouais. Ah ben non, on est très forts les Français parce que c'est les douaniers qui généralement font ce sport. Oui, enfin entre autres parce que généralement tous les skieurs soi-disant amateurs, comme on veut leur donner un métier, on les met douaniers. Non, alors biathlon. Alors si j'ai bien compris, Roger, il faut avoir une bonne descente et savoir tirer. C'est dans la police qu'on les trouve. On peut en trouver un certain à la télévision. Dans les cabarets aussi, on les trouve. Et alors surtout, ce qui est important ce week-end, c'est Brian Joubert. Alors oui, Brian Joubert qui va disputer la finale du Grand Prix à Saint-Pétersbourg. En patinage artistique, on l'aura compris. En patinage artistique. Bah oui. Et on imagine qu'il va retenter ces 3 quadruples, dont un en combinaison. C'est ça, c'est lui qui Parce est que le sinon, seul il fait ça en petite culotte. Mais non, mais il fait ça à l'entraînement, combinaison. mais en compétition, c'est très rare. Il a été le premier Européen à réussir ça il y a maintenant à peine 15 jours, de faire même, je crois, 2 quadruples sauts en compétition. Nous, on a un triple saut ici avec Stevie, mais un quadruple. Méchant. Ça, c'est moins vu quand même. C'est 3 quadruples. 3 quadruples. Oh, il je aurait sais plus pas rien. si t'es devenu un homme. Vous dites Marlène Jobert, c'est pas un homme. Brian Joubert. Ah, j'ai entendu Marlène Jobert en combinaison. J'étais en train d'acheter ma place. Elle a changé. Hein. Je vous conseille plutôt sa fille Eva Green qui est dans le James Bond, Pierre. Ah, moi, je préfère les mamans. La maman est mignonne. Mais oui, il vaut mieux les mamans. De toute façon, je fais toujours la fille après. Fabien Barthez. Ça y est, il va signer à Nantes. Ça, c'est pas nouveau. Vous nous faites du Vermus, là, Roger Zabel. Soit aujourd'hui, soit demain. Non, la nouveauté, c'est que Laurent Blanc, dont on avait dit qu'il allait rejoindre Fabien Barthez, comme entraîneur de Nantes, avait nié dans un premier temps hier, et finalement ce matin il confirme qu'il va bien aller rejoindre Fabien Barthez au FC Nantes en tant qu'entraîneur. Bah écoutez, je vais résumer l'affaire. On a des chances en handball féminin d'aller en finale, si j'ai bien compris. Il faudra quand même battre les Norvégiennes, ça va pas être facile. 1 ou 2 chances de médaille en ski alpin pour ce week-end. Brian Joubert qu'il faut suivre en patinage artistique, et puis essayer de rechercher pour combien Barthez a exactement signé à Nantes. Merci Roger Zabel. Bon week-end. Bon week-end, courez bien, entraînez-vous bien. On a aussi José Bové, hein, vous avez vu, alors ça n'est pas sportif, ça, mais quand même il court vite, qui a été mis en garde à vue hier matin à Millau. Et il fait que ça d'être en garde à vue, hein, finalement. Fois. Je sais pas, moi je pense qu'il devrait prendre un logement à l'intérieur et de temps en temps on ressortirait. Pourquoi tu dis ça, métier? Je te sens ironique là. Mais c'est leur façon de se battre. C'est par l'exemplarité. Allez tous en tôle, comme ça vous pourrez plus les mettre en tôle. C'est ce que faisait Gandhi en Inde, hein, je veux dire. C'était pas une autre forme de combat, c'est la même. Ils reprennent le même genre de combat. On y
va, on y va tous ensemble, et quand ils font la queue au commissariat ou quand ils font la queue à la gendarmerie pour se faire inculper, c'est vrai que ça finit par encombrer les tribunaux, c'est vrai que ça bloque la machine, et c'est vrai que c'est une façon de se battre et de combattre assez courageuse. Et c'est vrai que je dis c'est un métier. Comparer José Bové à Gandhi, j'aurais pas osé moi, alors franchement. Ouais, mais il est dans la même tradition. La méthode est la même. Exactement la même méthode et la même tradition. Pierre? Je pense qu'on risque moins quand on est Monsieur José Bové et qu'on va en tôle pour à peu près 24 heures que Monsieur Gandhi, qui était, comme chacun sait, opposant à l'Angleterre, qui a été le colonisateur le plus dur, le plus fort et le plus impitoyable, et que lui, il faisait la grève de la faim en même temps, enfin, il ne mangeait pas. Et aussi, je veux dire, c'est exactement comme de comparer Florent Pagny à Mandela, parce qu'il dit vous m'enlèverez pas ma liberté de penser. C'est un peu la même comparaison. Je veux dire, Florent Pagny n'a rien à voir avec Mandela, et José Bové n'a rien à voir avec Gandhi. Vous connaissez la dernière chanson de Johnny Hallyday? On a tous en nous quelque chose de Florent Pagny. On va se gêner avec Jérôme Bonaldi, Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Isabelle Motro et Stevie Boulet. Et Jean-François Derek, en direct des opérateurs de téléphonie mobile qui ont été condamnés. Alors, ça vous fait rire, ça, Jérôme Bonaldi, c'est un sujet qui vous intéresse. Les grosses amendes. Jean-François Derek, bonjour. Oui, bonjour Laurent. Bonjour à tous. Alors effectivement, je suis en direct chez un des opérateurs de téléphonie mobile. On peut pas dire son nom pour pas faire de pub, évidemment. Évidemment. Alors bon, je ne peux pas vous dire son nom, hein, mais je vous donne un indice. C'est la couleur d'un feu tricolore, pas tout à fait rouge, et c'est aussi un fruit qui ressemble à la mandarine. Oui, on voit bien. Alors comment les opérateurs réagissent-ils à l'amende de 500 millions d'euros à laquelle ils ont été condamnés pour entente illicite? Alors écoutez, ils trouvent ça profondément injuste. Alors le PDG m'a dit, écoutez, pourtant grâce à nous les jeunes peuvent maintenant communiquer, les timides peuvent déclarer leur flamme grâce au SMS, la réforme de l'orthographe, eh bien nous on l'a réussi aussi grâce au SMS. Ça c'est vrai. On a inventé aussi de nouvelles formes de loisirs, par exemple filmer des agressions avec son portable. Eh bien ça occupe les jeunes et pendant ce temps-là ils vont pas au bistrot. C'est pas faux finalement. Bon, je sais pas si c'est mieux, mais en tout cas, en se partageant le marché, et c'est ça qui compte, les opérateurs ont faussé la concurrence. Qu'est-ce qu'ils répondent à ça? Bah écoutez, j'ai posé la question, alors le PDG m'a répondu, alors on fausse peut-être la concurrence, mais grâce à tous les gens qui téléphonent au volant, ça remplit les caisses de l'État. Et l'État n'a aucune reconnaissance. C'est vrai, on peut dire aussi qu'il y a une augmentation de la délinquance due au vol de portables. Alors oui, c'est exact, alors qu'il n'y a pratiquement pas, vous l'aurez peut-être remarqué, pratiquement pas de vol de téléphone fixe. Et alors les opérateurs se récrient et ils disent, nous pourtant on aide la police, grâce au portable on peut localiser des bandits, allez donc localiser quelqu'un qui téléphone avec un fixe. En général, il téléphone chez lui pourtant. Ah ben oui, c'est pas idiot ce que vous dites. Oui. Le portable serait également, cher Jean-François Derek, soupçonné de donner des tumeurs au cerveau. Il y a eu des études de fait. Oui, alors là, écoutez, pour montrer leur bonne foi, les opérateurs ont décidé des offres exceptionnelles. Alors là, c'est un scoop, je vous le livre. Désormais, la première tumeur sera gratuite. Ensuite, vous aurez 50% sur les tumeurs pendant les heures creuses. Est-ce que les opérateurs ne risquent pas d'augmenter leurs tarifs pour que finalement ils puissent payer leurs amendes? Est-ce que c'est pas nous encore qui allons payer tout ça? Ils risquent aussi de mettre la clé sous la porte. Et alors là, on en reviendra aux pigeons voyageurs, qui sont, on peut dire, les ancêtres des portables. Oui, ils sont mobiles aussi. Voilà, c'est ça, oui. Alors, bon, évidemment, c'est moins pratique. Il faut se promener tout le temps avec un pigeonnier, ça fait des saletés. Mais il faut voir le côté positif. Il y a beaucoup moins de vols de pigeons que de vols de portables. C'est une belle enquête que vous nous avez faite aujourd'hui. Merci Jean-François Derek. Bravo. Un commentaire, Jérôme, sur cette histoire? Il n'y a pas de tumeur avec le téléphone portable. Enfin, c'est des rumeurs. C'est des rumeurs urbaines, c'est des c'est faux. Il y a des gens qui ont essayé de faire des études sérieuses. Non, mais c'est énervant, ça. Sous prétexte, non, mais il y a des tas d'écolos qui prétendent ça, oui. Qui te sortent des études et des machins. Scientifique sérieuse, digne de ce nom, montre qu'il y a un effet sur le cerveau. C'est des trucs comme ça, on ne sait pas d'où ça vient. On revient à la vie politique, si vous le voulez bien. Et Philippe, je vous ai demandé, chaque semaine, de nous faire un petit topo, un petit point de vue sur les candidats possibles à la présidentielle. Chaque vendredi, on fera ça. Et on commence, puisque il est à la une du Nouvel Observateur. Pierre Bénichou l'a désigné comme rédacteur en chef de son hebdomadaire. Il va vous piquer votre place, hein, Nicolas Hulot. Bien sûr, il est formidable. Il est bien, Nicolas Hulot. Il n'y a pas que Beauvais qui le fait rire, il y a aussi Hulot. Non, mais alors, il est terrible, ce Pierre. Hulot, il va se présenter ou pas, à votre avis, Alfonsi? Non, alors, il fait un chantage formidable. Mais attendez, Hulot, pour moi, je veux dire, je suis d'une génération, quand on me dit Hulot, moi, pense à Tati. Je pense aux vacances de Monsieur Hulot.
Et j'ai vécu une expérience extraordinaire. J'étais gamin, j'étais en Angleterre, comme beaucoup de gamins qu'on envoyait faire un petit stage là-bas pour soi-disant parler anglais, et j'ai vu les vacances de Monsieur Hulot dans une salle en Angleterre. Et ça a été une expérience extraordinaire. J'étais tout seul à rire dans la salle. Ces salopards de roast beef n'avaient absolument aucune réaction. Eh bien, j'ai l'impression que Hulot, notre Hulot à nous, il a le même problème avec les hommes politiques. On projette le film là de l'écologie, etc. La vérité qui dérange. Etc. Et je crois qu'il a autant de succès auprès des hommes politiques, au moins d'être compris. Je veux dire que non pas son humour, mais que son esprit, que sa politique soit comprise, que mon pauvre Tati quand je regardais ce film en Angleterre avec des Anglais. Bon, je pense que malheureusement, alors bien évidemment, comme il pèse 10%. Vous vous rendez compte, 10% de voix, il pèse. Donc ça, bien évidemment, tout le monde lui fait la cour. Tout le monde lui dit, mais bien évidemment, on va signer votre truc, etc. Monsieur Sarkozy encore l'a dit hier. Mais bien sûr, tiens donc, ça n'engage que... Vous savez, c'est Chirac qui disait que les promesses n'engageaient que ceux qui les croyaient. Bon. Et je pense que là, ça va être pareil pour tout le monde. On va dire, mais oui, bien sûr, mon cher Nicolas, mais viens donc. Mais surtout, ne te présente pas. Mais non, donne-moi plutôt tes 10%. Bon, bien évidemment. Mais je pense qu'il a autant de succès d'être entendu par les politiques pour une raison très simple. C'est que, en réalité, et c'est pour ça que moi, l'écologiste, j'aime bien, je trouve que c'est très contestataire et très révolutionnaire, c'est qu'en réalité, ça touche à la chose la plus élémentaire qui fait aujourd'hui avancer notre vie, avancer la vie politique, qui est l'économie, qui est le profit. Voilà. L'ennemi numéro 1 de l'écologie, c'est bien évidemment l'économie de marché et le profit à tout va, où on ne respecte pas la nature, où on ne respecte pas parce que la chose qui compte, c'est de gagner de l'argent. Donc je crois que il a à la fois, c'est formidable de faire ce qu'il fait et de proposer à tous les hommes politiques de troquer ses 10% contre la signature, mais qu'il a aucune chance d'être suivi parce qu'il touche à l'essentiel. Il touche à ce qu'il y a de plus important dans la vie politique et dans la vie de la planète en ce moment, qui est le profit. Voilà. Et qui est l'économie de marché. Et je crois qu'il ne sera pas écouté. Pourquoi voulez-vous qu'on l'écoute? Non, mais donc tu penses que personne va le... J'ajouterais une toute petite chose, c'est que c'est pas seulement que l'écologie, c'est contre le profit, c'est contre un petit peu de profit. C'est-à-dire que si les gens qui voulaient faire du profit acceptaient d'en faire un tout petit peu moins. Tu as raison. C'est pas seulement qu'on demande une révolution, et c'est en ça où les écologistes, que moi j'ai souvent brocardé parce que leur côté barbu, mauvais, ça me fait chier. Bon. En revanche, ils ont absolument raison de mener ce combat, mais il faudrait expliquer aux gens, vous perdriez 10% de vos profits. Ce qui est peu, ça fait des sommes incalculables qui suffiraient pour que la planète soit sauvée. Et pourtant, je veux dire, c'est d'une simplicité absolue, parce que qu'est-ce que c'est que la démarche de Nicolas Hulot? Qu'est-ce que c'est? C'est très simple, on est assis sur une branche, vaut mieux pas la scier, parce que si on la scie, on se casse la gueule. Voilà. Jérôme, pour conclure. Alors, les hommes politiques sont là pour nous promettre des lendemains qui chantent. Or, les écologistes disent, si on est vraiment responsable, faut promettre des lendemains un petit peu plus difficiles. Et c'est pas le genre des hommes politiques de dire, il va falloir faire des efforts. Il va falloir rogner un petit peu sur la façon dont on consomme, la façon dont hommes politiques comme Churchill, des sueurs et des larmes. Mais c'était pendant la guerre. C'était pendant la guerre. Et Mendès France, ça a duré 45 jours. Mais tu vois, par exemple, pendant la guerre, c'est le seul qui a osé dire ça. Au lieu de dire, en France, on disait, les Allemands sont bien gentils, vous verrez, ça va s'arrêter. Voilà. Allez, je fais don de ma personne à la France, peut-être. Et lui, il disait, je vous promets, du sang, de la sueur et des larmes. Oui, et c'est la phrase la plus formidable de l'histoire moderne. Il faut pas oublier qu'en 81 aussi, Mitterrand avait dit qu'il abolirait la peine de mort, alors que 60% des gens étaient contre. Non mais c'est vrai. Donc comme quoi on peut défendre des idées qui sont pas très populaires et finalement être élu quand même. Oui. Ça aussi, c'est un acte de courage de Mitterrand. On a dit que c'était churchillien. On lui avait dit ça. Et là où il a été dégueulasse, et je comprends que les gens soient contre Mitterrand, c'est qu'il avait promis de l'abolir. Et il l'a pas aboli. Hein. Ben si vous nous racontez. Ah, il l'a aboli. Oui. Et on me le dit pas. On va se gêner toujours avec Pierre Bénichou, Philippe Alfonsi, Stevie Boulet,
Isabelle Motro, Jérôme Bonaldi et le livre de la semaine, Ligne de faille, le roman de Nancy Houston dont vous avez peut-être déjà entendu parler puisqu'elle a obtenu le fameux prix Femina qui avait tant fait parler, non pas à cause de son livre à Nancy Houston, mais parce que ce jour-là, Régine Deforge et qui d'autre d'ailleurs, Madeleine Chapsal. Et Madeleine Chapsal ont, si ce n'est démissionné, l'une démissionnée et l'autre était virée du concours Femina, et c'est vrai que ça peut occulter finalement le livre en lui-même qui avait été désigné gagnant par ce fameux prix Femina. Nancy Houston, qui est canadienne d'origine, si ma mémoire est bonne. À Calgary. Et qui écrit en français, donc. Et qui écrit en français. Donc, ce roman, Ligne de faille, prix roman France Télévisions, tiens d'ailleurs aussi au passage, oui. Je l'ignorais, prix Femina 2006. C'est Stevie, tiens, qui l'a lu et qui apparemment a adoré ça, qui va commencer. Voilà, j'ai passé un excellent moment en lisant ce livre. Pourquoi ? Déjà, j'ai aimé l'histoire. Alors, l'histoire, ça se passe sur 4 générations. On passe de 2004 jusqu'en 44. On va suivre l'histoire d'une famille, 4 personnages, donc voilà. Et ce qui se passe dans le livre, c'est qu'en fin de compte, ça se passe. L'auteur raconte la vie de ces 4 personnages, donc à l'âge de 6 ans. Durant leur enfance. Et en fin de compte, l'enfant absorbe plein de choses, vit plein de choses, sa vie, mais sauf qu'il y a des chocs qui vont le perturber à vie. Et en fin de compte, le titre du livre, Ligne de faille, explique ces failles de génération en génération pour cette famille. Et ça, on parle de l'Amérique de Bush, mais on va jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Donc on remonte le temps comme ça, et tout s'explique. Enfin, moi, j'ai passé un excellent moment en lisant le livre. Alors, ça parle de Sol, alors Sol, c'est le petit dernier qui est né en 2004. Alors lui, par exemple, pour prendre sa génération à lui, il voit des choses qu'il devrait pas voir. Sa maman, comme il a pas de petit frère, elle lui achète un ordinateur, mais sauf que sur l'ordinateur, il tombe sur des choses que lui, en tant qu'enfant, ne devrait pas voir. Et donc c'est comme ça. Et il y a d'autres failles qui s'ajoutent sur les failles, etc. Et c'est comme ça de génération en génération. Écoutez, franchement, j'ai passé un sublime moment, et c'est rare. La dernière fois que j'avais autant aimé un livre, c'était Anna Gavalda, Je l'aimais. Pourtant, rien à voir avec ce Rien à livre. voir, mais pour vous dire à quel point j'ai aimé ce livre. C'est pas mal résumé quand même, Pierre Bénichou. C'est très très bien résumé, et c'est ce qu'on peut dire de plus gentil sur ce livre et de plus flatteur. Parce que moi, je vais vous dire, ça m'est un peu tombé des mains. Parce que ce que tu as omis de dire, que c'est toujours raconté par l'enfant de 6 ans. Oui. Et que c'est un vieux procédé qui a été formidable quand c'était Salinger qui faisait ça, qui a été bien quand c'était Romain Gary qui faisait ça, et que c'est un vieux truc. Et que je trouve que ça s'essouffle au bout d'un moment. On en a marre de ce petit garçon qui parle et qui raconte quelque chose. Alors, c'est une excellente introduction à la psychanalyse. C'est très bien tout ça. Moi, ça m'a un peu embêté, et de voir comment un enfant de 6 ans peut avoir voir des choses différentes quand il est né en 2004, quand il était en 1940, ou quand il est né. Et oui, c'est vrai que c'est très différent, c'est vrai que c'est comme ça, mais ce sont des livres chiants. Isabelle Motro. Je comprends ce que veut dire Pierre, parce qu'en effet, c'est vrai que c'est un vieux procédé, et puis surtout, ils sont 4 enfants successifs. On remonte dans le temps, on commence par Sol, effectivement, et puis on va finir par son arrière-grand-mère. Donc c'est vrai qu'au bout d'un moment, on aurait envie d'entendre un peu des adultes parler. Cela dit, on entend les adultes parler, car les enfants les écoutent et les surveillent. Mais ce qui est formidable aussi dans ce livre, que je trouve en effet tout à fait étonnant, c'est que ça cache quand même un secret de famille. Donc on voit arriver progressivement, on sent que cette famille, il y a quelque chose qui colle pas, il y a des explications qui nous échappent, et même si ce sont des enfants qui racontent l'histoire, il y a quelque chose quand même il y a une faille, encore une faille. Et c'est ça qui est formidable, c'est que pas le dire pour ne pas. Oui, mais en fait, sans révéler le secret, on peut dire quand même qu'il y a ça aussi qui fait qu'on lit jusqu'au bout, c'est que on sent qu'on va comprendre quelque chose qu'il y a à comprendre, qu'il y a quelque chose qui se cache. Voilà. Juste, ce qui est vraiment chiant, c'est le format du livre. Parce qu'en fin de compte, vous lisez une phrase, c'est très fin. Par exemple, une ligne, ça fait enfant s'écrit maman et ma mère se. Il y a 5 mots par ligne. Voilà, il y a 5 mots par ligne, et ça c'est quand épuisant même, pour les yeux. je voulais juste ajouter quand même un petit truc, c'est que ce secret de famille, c'est un secret historique, et que là aussi, ce qui est fort dans ce livre, c'est que l'histoire, c'est l'histoire d'une famille juive, et l'histoire est hyper présente d'une façon pas banale. Et Philippe Alfonsi. Très mauvais titre pour un très beau livre. Il faudrait surtout pas que les gens butent sur le titre en disant qu'est-ce que c'est, ligne de faille, etc. Parce que le livre est, moi je trouve très très beau. Bien sûr que c'est un procédé connu de faire parler les enfants, c'est vrai. Mais que je trouve formidable là, dans ce livre-là en tout cas, c'est que d'abord c'est écrit dans une langue extraordinaire. Elle écrit magnifiquement en français, c'est étrangère. Bon.
Et ce qui est très intéressant, c'est que cette mise en abîme à l'envers, où on parle d'un petit garçon, puis de son père au même âge, puis de sa grand-mère, puis de son arrière-grand-mère, puisque c'est les 4 personnages qui sont développés dans le livre. Et à chaque fois, en effet, on comprend un petit peu mieux le comportement du môme du début. Bon, et qui est un génie. Oui, qui se prend pour le maître du monde, mais qui est tiraillé, c'est formidable. Je dois dire que c'est vrai que le portrait de ce môme, ce petit Américain d'aujourd'hui, tiraillé entre puritanisme à la bouche et je veux dire le délire violent et monstrueux d'internet et tout ce qu'on peut y trouver, et ce gamin déchiré entre ces deux tendances, avec derrière un papa juif qui s'est marié avec une protestante et qui s'est quelque part converti au protestantisme, c'est un mélange formidable, détonnant sur l'Amérique d'aujourd'hui. Mais on ne comprend tout ça qu'en remontant en effet. Et ce qui est très intéressant, par exemple, j'ai adoré, moi, le portrait du père quand il est en Israël, quand on le traîne en Israël, jeune petit Américain qu'on traîne là-bas, etc., et qui tombe amoureux d'une petite Arabe. Et on comprend, tout d'un coup, là, quand il vous raconte ça avec ses mots d'enfant, on comprend pourquoi, au début du livre, quand il est le père de ce petit Américain, il est pro-Bush, il est anti-irakien, et les Arabes, etc., etc. Bon. Et on le comprend simplement pour une histoire d'amour extraordinaire qui est racontée dans la deuxième partie. Et tout va comme ça dans ce livre. Et c'est absolument magnifique. C'est très très bien écrit, j'insiste beaucoup là-dessus. Et c'est un livre, en effet, je suis tout à fait d'accord avec Stevie, on y passe un magnifique moment. Ouais, mais moi je trouve pas que ça soit si dérangeant que ça. Moi j'ai vraiment aimé le fait que ce soit un enfant qui parle, qui soit le narrateur. Moi ça m'a vraiment pas dérangé, j'ai trouvé ça plutôt génial. Enfin c'est la première fois que je lisais aussi un livre comme ça. On sent le procédé un peu quand même, non? Oui, c'est un procédé réussi, Pierre. C'est un procédé. C'est très réussi, mais on sent sans arrêt que c'est un tour de force, et moi j'aime pas ça. Jérôme Bonaldi. Bah moi aussi, il m'est tombé des mains. Dès le départ, on me dit que c'est un gamin de 6 ans qui écrit comme ça. Bien, vous. Bah ouais. Mais comment je peux adorer vous détester? C'est incroyable. Bah, c'est ça qui fait bien la vie. Ça, c'est le génie de Laurent Ruquier qui met des gens autour de la table qui n'ont pas le même avis. On n'est pas toutes les mêmes, chérie. Je suis d'accord avec toi, j'aime pas le format, d'abord il me fait peur. Moi, ces bouquins qui font 600 pages, mais en fait, s'il était dans un bon format normal, il en ferait 300, donc ça me ferait moins peur. Moi, ça me fait peur. Dans un format A4, ça fait 100 pages. Voilà. Et un gamin de 6 ans qui parle comme ça, mais attends, il est surdoué ou sauf. Moi, j'y crois pas. C'est pas crédible. J'y crois pas. Voilà une bonne raison d'acheter et de lire ce livre, parce qu'il y a une écriture, certes, et Stevie, il adore, moi, je déteste. Oh non! Non, tu vas trop fort, chérie. Ligne de faille. Manifestement, Philippe Alfonsi et Stevie Boulet, pour la première fois réunis, vous conseillent énormément ce livre, le prix féminin. Isabelle Motro aussi. Parlons-nous. On va se gêner toujours avec Bénichou, Alfonsi, Motro, Boulet, Bonaldi et Serge Liado. Bonjour Serge. Bonjour à vous. Pour les chansons qui se ressemblent, alors là, évidemment, avec le succès des Beatles et l'album qui est en tête des ventes, chansons mélangées, remixées, chansons qui servent à la comédie musicale du Cirque du Soleil jouée actuellement à Las Vegas. Il faut rappeler que cet album est tiré de ça. Et les Beatles redeviennent encore plus à la mode qu'ils n'ont pu l'être peut-être. Et vous êtes intéressé à une de leurs chansons, Norwegian Wood. Oui, et c'est un des rares cas où le plagiat ne s'est pas fait dans le sens de quelqu'un d'autre à John Lennon. C'est-à-dire que John Lennon a beaucoup piqué aux autres. Là, c'est lui qui aurait été pompé. Plagié par son idole, par Bob Dylan. C'est pas vrai. Il y a peut-être eu une collusion, ou alors ils étaient sur le même brouillon ensemble. C'est assez curieux. La chanson des Beatles, c'est Norwegian Wood. Elle est très connue. Dans l'histoire des Beatles, c'est la première fois où il y a eu un sitar qui jouait dans une chanson de pop music. Et la chanson de Bob Dylan, basée sur le même principe, ballade à 3 temps, s'intitule Fourth Time Around. Ah, vous êtes très mauvais en anglais. Alors, les Beatles et Bob Dylan, on compare tout de suite les deux chansons. Should I say, she once had me. She showed me her room, isn't it good, Norwegian wood. When she said don't waste
your words they're just lies. I cried she was deaf. And she worked on my face until breaking my eyes and saying, what else you got left? So I looked around and I noticed there wasn't a chair. Now I forced my hands in my pockets and felt with my thumbs. I sat on the rug, biding my time, drinking her wine. And she buttoned her boot and straightened her suit, and she said, don't be cute. She threw me outside. I stood in the dirt where everyone walked. C'était le scoop du jour, hein. Bravo Serge Liado, les Beatles c'était 5 avec Bob Dylan en plus. Hein. Voilà, c'est ça. Allez, la chanson flash du jour concerne ces femmes journalistes qui n'ont pas de chance, qui sont obligées, il faut dire, de quitter leur emploi parce qu'elles sont tombées amoureuses d'un homme politique. Voilà, il y en a de plus en plus. La presse en ce moment insiste sur la collusion qui existe, d'après elle, entre les ministres et de célèbres journalistes. Il y a plein d'exemples et c'est pas triste, car de gauche, de droite ou centriste, il y a une constante qui persiste et interpelle les féministes. C'est que dans toute cette liste d'unions plus ou moins conformistes, c'est toujours l'homme qui est ministre et la femme qui est journaliste. Je termine par une question simpliste. Puisque jamais le contraire n'existe, qu'est-ce qu'ils foutent les hommes journalistes? Est-ce qu'elles sont moches, les femmes ministres? Ah, ça c'est très joli. Bravo Serge, on vous retrouve lundi à la même heure. Vous êtes parfait. Je vous dis, franchement, si on avait l'argent, on vous augmenterait. Jérôme, qu'est-ce que vous nous avez amené? Du foie gras. C'est bientôt Noël. Ah, yes. Voici une boîte de foie gras qui ressemble exactement à toutes les autres boîtes de foie gras. C'est l'atelier du foie gras qui fait ça. Vous l'ouvrez, vous tirez sur la petite languette. Est-ce que je vais réussir à l'ouvrir? Oui. Oui. Et ça, alors, c'est un truc, je déteste ça, j'arrive jamais à ouvrir le bocal. Bon, ben alors vous prenez la petite cuillère la prochaine fois, mais maintenant on fait les... Alors, et là vous vous dites, ça y est, zut, ça va commencer, je vais être obligé de mettre dans le pot, c'est pas beau. Heureusement est arrivé, ouverture facile du foie gras. Vous voyez là, sur nageant au-dessus, deux petites oreilles. Ah, c'est bien. Ils ont mis une sorte de petite tirette, un peu comme dans les cornichons, vous savez, on est plus on tire les cornichons. Et bien là, je vais tirer devant vos yeux ébouriffés. Voilà. Et le foie gras entier arrive, je peux le mettre directement sur la table. Il est mignon, le petit foie gras avec ses petites oreilles. Elle est pas belle, la vie? C'est une petite tirette à foie gras. Et je dis, bon, ça va pas changer la face Alors du moi, monde, j'ai c'est pas vu ça un- qui va régler les problèmes. oui. Mais d'un seul coup, c'est un petit peu un Oui, il y a des mecs qui inventent la pénicilline, d'autres les petites oreilles à foie gras. Chacun fait ce qu'il peut. Il y en a qui se battent pour... Bah ouais. Bien sûr, mon petit Bonaldi, t'as Oh, mais raison. il est odieux. Les T'as petites inventé chaussures. quoi, toi? Ah, ça c'est bien. C'est des baskets pour les gamins. Oui, Sauf que, ça. très souvent, les gamins, ils aiment bien être à la mode, changer de couleur, etc. C'est des baskets qui sont vendues avec des feutres. Parce que, vous savez, le Oh, petit yeah. bout à l'avant de la chaussure, qui est en général en caoutchouc, eh bien là, on peut le peinturlurer. On peut le peindre à sa couleur, on peut faire des dessins. Et après, vous mettez les baskets à la machine, comme toutes les baskets, et le gamin peut refaire d'autres dessins. Oui, mais alors le foie gras sort par où? Non. C'est malin, je trouve ça. C'est Tequilou Alors qui les fait vend ça. blanches, alors toutes blanches. Oui, elles sont vendues. Alors, soit colorées comme ça, et vous faites sur un fond coloré, un fond orange, Ouais. dans ce cas-là, un petit dessin en disant chérie, je t'aime, ou enfin bonne fête maman, ce que vous voulez. Vous les passez à la machine, hop, et ça se nettoie. Si se faisait pas avant, il faut le feutre spécial. Et une autre marque fait ça c'est Adidas. Alors là, c'est avec des décalcos. Décalcomanie, Ah, oui. le dessin est tout fait. Vous mettez vos décalcomanies sur la chaussure, qui n'est pas du tissu, qui est une sorte de sky, enfin de plastique amélioré, et vous pouvez enlever les décalcomanies après. Ça vous fait des chaussures exactement customisées. La customisation, madame, à la mode. elle est également à la mode pour les enfants. Il n'y a pas de raison qu'on ne puisse pas. Ils veulent tous des chaussures uniques. Ils veulent pas avoir les mêmes que leurs copains. Eh bien, Donc, avec ça. c'est pour ça que le phénomène de la customisation prend une telle ampleur. Mais, Voilà. et d'ailleurs, même chez des adultes. Moi, j'ai un fils qui a 33 ans. Est-ce qu'il se fait pas chez Nike des chaussures avec les noms de ses enfants derrière? C'est pas vrai. Oui, tu peux demander à l'arrivée, Clara, machin. Il est con, hein. Pierre Bénichou, Jérôme Bonaldi, Isabelle Motro, Stevie, Philippe Alfonsi et Monique Pantel, comme chaque vendredi à peu près à la même heure pour le bilan des films de la semaine. Bonjour Monique. Bonjour. Quelle semaine j'ai eue.
C'est vrai. Lundi, c'était mon anniversaire, déjà 13 ans. Oh, et on l'a pas vu passer, nous on savait pas. J'en sais rien. Mardi, j'ai fait une grande balade. Mercredi, chez Stéphane Bern, la reine de France, j'ai raconté mes rêves érotiques. C'est pas vrai. Si. Jeudi, deux beaux jeunes gens m'ont invité à déjeuner et m'ont fait une jolie proposition pour le Festival de Cannes. C'est pas vrai. Oui, c'est vrai, c'est génial. Et aujourd'hui, j'ai une infirmière délicieuse qui me refait le pansement. Vous savez que j'étais tombée en sortant de James Bond. Et c'est vrai, hein. Alors ça va mieux, mais enfin il faut me faire le pansement. Elle est là, elle est mignonne comme tout. Elle le fait où le pansement? À la jambe. Ah, c'est le Festival de Cannes. Je me suis râpé la jambe. Et aujourd'hui, c'est vendredi et j'adore deux films. On commence par lequel alors? Arthur et les Minimoys. Le succès de Luc Besson, manifestement un carton dans les salles de cinéma, adressé aux enfants ce film quand même avant tout. Aux enfants et aux grands. La preuve, j'aurais pas pu sortir du cinéma avant la fin. C'est génial. Ils m'ont séduite, ces Minimoys, du début à la fin, sans une seconde de perdu. Au début, c'est un vrai petit garçon qui joue Arthur. Il a 10 ans, et bien du courage, sa grand-mère, Mia Farrow, va être obligée d'être expulsée de sa maison par des horribles promoteurs si elle trouve pas une énorme somme d'argent. Arthur sait que son grand-père avait planqué une somme d'argent dans le jardin chez les Minimoys. Des petits gens délicieux comme moi, de 2 centimètres. Ah oui. Alors il va devenir de 2 centimètres, il va trouver le trésor, c'est magnifique. C'est réalisé en 3D, ça marche bien, hein, Isabelle, je crois. Alors ça marche très bien. Pour vous donner une idée, ils ont fait 40 357 entrées le premier jour, et celui qui avait réalisé un truc un tout petit peu plus, un nombre d'entrées un petit peu plus grand, mais qui est remarquable comme ça, c'est Casino Royale, qui aujourd'hui, au bout de 2 semaines, en est à 2,5 millions. Le film de James Bond. Donc voilà, donc on pense que Arthur va faire autour de 2 millions assez rapidement. Et vous aussi, vous avez aimé, vous trouvez ce film réussi? Oui, j'ai trouvé que l'histoire était un petit peu pour petits enfants, mais les images sont très 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 étonnantes. Hein. On passe à Hors de prix, un film repas avec Gad Elmaleh, Audrey Tautou. C'est divin. Ah oui? C'est un délice à savourer sans aucune modération. Audrey Tautou est sublime de beauté. Elle drague les vieux messieurs dans des palaces de la Côte d'Azur. Gad Elmaleh, c'est un serveur, il est superbe de charme, comme vous le savez, et elle le prend pour un milliardaire parce qu'il est en dehors, il s'assoit un moment dans un fauteuil alors qu'il sert dans son bar. Elle le prend pour un jeune milliardaire mignon, elle le drague, il se laisse séduire, il lui dit pas qu'il est pauvre, il est fou de désir, il se ruine pour elle, enfin c'est délicieux, c'est jamais vulgaire, c'est romantique, c'est romanesque, ça finit dans l'amour, évidemment, c'est adorable. C'est un film exquis. Signé Pierre Salvadori. Alors, c'est bien parti ce film? Alors c'est bien parti, heureusement, parce que c'est vrai que ça le mérite. On pensait que ce serait le film de Tony Scott, hein, déjà vu, gros moyen, etc., qui arriverait en deuxième cette semaine. Et pas du tout. C'est Hors de prix qui se maintient face à Arthur et les Minimoys, et c'est une très bonne surprise. Alors on passe justement au film avec Denzel Washington, Val Kilmer, le film de Tony Scott, déjà vu. Et très con. Oh non, tu peux pas dire ça. Je le dis parce que j'ai le droit de le dire. Parce que t'as rien compris, je parie. C'est stupide, il n'y a que toi qui comprends parce que tu es l'intello. Oui, tu es intello, alors évidemment, moi, je me mets pas sur le même truc. Moi, je suis juste une folle de Cinoche. Ben justement. C'est un film catastrophe, un bateau coule à la Nouvelle-Orléans, à plein de passagers, c'est catastrophique. Denzel Washington, toujours bien, lui, il est toujours bien, Denzel Washington. Il fait son enquête, mais le FBI a ouvert une fenêtre sur le temps. C'est ça qui a snobé notre copine. C'est-à-dire, en termes plus précis, on peut revenir en arrière 4 jours et 6 heures. Alors Denzel, il saute sur cette nouvelle invention pour traquer les terroristes qui ont fait sauter ce fameux bateau. Et sur la rive, on trouve le cadavre d'une ravissante jeune femme assassinée. Coup de bol, elle n'est pas morte, et recoup de bol, c'est elle qui a la clé de l'énigme. C'est complètement con. C'est bien ce que je pensais, tu n'as rien compris, car elle était en effet morte, et que c'est un film sur le paradoxe temporel, c'est génial. Moi, je trouve qu'en science-fiction, c'est un des trucs les plus réussis. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un film sur ce thème-là aussi réussi, et Denzel Washington est formidable, et en plus c'est un très bon thriller. Voilà, et il arrive en 3e position des sorties de la semaine, et c'est mérité. Écoutez, c'est plutôt une bonne semaine pour le cinéma, parce que manifestement, tous les films dont vous avez parlé sont
intéressants, que ce soit celui à ne pas louper, Hors de prix avec Gad Elmaleh et Audrey Tautou, une comédie française très réussie, romantique et qui marche et drôle. Arthur et les Minimoys pour les enfants, un succès évidemment de fabrication et de production pour Luc Besson. Excusez-moi Laurent. Oui. Pour les enfants et les grands, je tiens à le dire, bien c'est pour sûr. ça qu'ils marchent autant. Déjà vu pour ceux qui aiment les thrillers et les films à suspense, signé Tony Scott. Merci Monique Pantel, on vous retrouve vendredi prochain. Des petits conseils avant de partir? Moi, je voulais conseiller un livre, puisque on va avoir un petit peu de temps là pendant les vacances. C'est un livre de Sylvie Aymar qui s'appelle Courir dans les bois sans désemparer. C'est un roman et en même temps une chronique d'une femme qui a fait un peu une pause dans sa vie. C'est absolument magnifique et bouleversant et drôle. N'oubliez pas évidemment l'expo au Grand Palais et les trésors engloutis d'Égypte qui fait un tabac. Peut-être il faut mieux attendre pour y aller, mais enfin c'est jusqu'au 16 mars seulement au Grand Palais. Cette expo, on avait reçu cette semaine à la télévision comment on peut dire le conservateur, le plongeur chercheur, puisque il est aussi plongeur et inventeur, qui a sorti de l'eau tous ces objets et toutes ces statuettes que vous pouvez admirer au Grand Palais en ce moment jusqu'au 16 mars. Vous m'avez ôté de la bouche parce que justement, si on me demandait mon coup de cœur de la semaine, c'est bien ça, c'est quelque chose de absolument magnifique et de très très émouvant. Parce qu'on a l'impression que ces choses-là sont intactes. C'est comme si on recevait la visite de Cléopâtre ou d'un pharaon. Vous attendrez un peu, mais allez-y quand même. Trésor englouti d'Égypte au Grand Palais jusqu'au 16 mars. Et nous, on va se laisser engloutir par le week-end et vous retrouvez lundi à 16h30.